Il se leva, rajusta sa cravate et dit « On part pour toujours ». Je n'oublierai jamais le silence qui s'installa dans la pièce. Mon fils, 9 ans, dans son costume bleu marine qu'il tenait absolument à porter, se leva, posa les 2 mains sur la table et dit « C'est clair comme de l'eau de roche. On part pour de bon ». Il regardait ma mère droit dans les yeux. Il restait des miettes de gâteau d'anniversaire dans les assiettes. On venait de souffler les bougies. Ma sœur, le téléphone à la main, filmait la scène. Mon frère riait encore d'une blague lancée quelques secondes plus tôt. Et les mots de Mika transpercèrent tout comme une bouffée d'air frais dans une pièce chaude. Le plus fou, c'est que je ne l'ai pas arrêté. Si vous m'aviez dit, il y a un an, que mon fils serait celui qui tiendrait tête à la personne la plus autoritaire et manipulatrice de nos vies, sa propre grand-mère, j'aurais ri ou pleuré. Probablement les deux. Parce que je ne pensais pas que l'un de nous en serait capable. J'ai été élevé dans le silence, la politesse, à supporter le malaise avec un sourire crispé et une serviette pliée sur les genoux. C'est ce que ma mère m'a appris. Les apparences avant les émotions. La paix à tout prix, même si c'est un déchirement intérieur. Mais Mika n'avait pas reçu le mémo. Ce matin-là, il est entré dans ma chambre, ses vêtements du dimanche à la main. Ses chaussures étaient poussiéreuses, car il les avait portées pour la dernière fois à l'audience pour la garde de son père, et l'étiquette de sa veste pendait encore à la poche intérieure. Il a levé les yeux vers moi, si calme et serein, et m'a demandé « Maman, tu crois que je peux m'habiller pour l'anniversaire de grand-mère » J'ai hésité. « Si tu veux, mon chéri, ai-je dit, mais tu n'es pas obligé d'impressionner qui que ce soit. » Il a marqué une pause. « Je sais, » a-t-il dit. « Je veux juste dire quelque chose. » Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé qu'il voulait peut-être porter un toast ou dire à grand-mère combien il l'aimait. C'est le genre d'enfant qu'il est. Sensible, à la voix douce, observateur. Il remarque toujours quand je suis triste, même sans que je dise un mot. Il m'apporte du thé ou me fait un dessin quand il sent que je passe une mauvaise journée. Parfois, j'oublie à quel point il est sensible aux choses. Mais avec le recul, je comprends qu'il ne s'habillait pas ainsi pour impressionner. Il s'habillait ainsi pour qu'on le prenne au sérieux. Quand nous sommes arrivés à la fête, une simple réunion chez ma mère, comme toujours, j'ai senti la tension monter dès que nous avons franchi la porte. C'était la même chose chaque année, des sourires forcés, un gâteau trop décoré et des remarques froides enrobées d'un sarcasme poli. Vera, ma mère, m'a jeté un coup d'œil, a dévisagé Mika et a dit « Pourquoi l'as-tu habillé comme ça ?» Personne ne se soucie de son apparence. Mika n'a rien dit. Il s'est simplement assis tranquillement, a croisé les mains et a attendu. J'aurais dû réagir à ce moment-là. J'aurais dû le défendre. Mais on ne se refait pas. J'ai esquissé un sourire forcé, et j'ai dit qu'il voulait simplement être élégant. Et voilà. J'ai laissé tomber, comme toujours. Mais Mika, lui, n'a pas bronché. Pendant 1 heure, il est resté assis à table, à écouter, à observer, à entendre toutes les piques que ma mère me lançait sur mon travail, ma façon d'élever Mika, ma sensibilité, comment elle l'aurait élevé différemment, et combien j'avais de la chance d'avoir une famille tolérante. Elle dit toujours des choses comme ça, juste assez blessantes pour faire mal, mais avec un sourire, si doux que personne ne la contredit. Elle a toujours été comme ça. Et je laisse toujours passer. Je me dis que c'est sa nature. Cette famille est compliquée. Mais Mika n'a pas les années d'excuses que j'ai accumulées. Il n'a pas cette insensibilité. Il a juste le sens du bien et du mal. Et ce soir-là, il a pris sa décision. Juste après que le gâteau a été coupé et que tout le monde s'est remis à parler en même temps, il a levé les yeux vers moi avec ses yeux tranquilles et a murmuré « Je peux dire quelque chose ?» J'ai hoché la tête. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Mais lorsqu'il s'est levé et a prononcé ces mots, je me suis mise sur mon 31 pour lui dire « On part pour de bon ». Je savais qu'il agissait pour notre bien à tous les deux. Il ne se protégeait pas seulement lui-même. Il me protégeait aussi. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie en sécurité. Avant même la fête, tout commençait déjà à se dégrader. On imagine souvent les anniversaires comme des moments de joie. La famille réunie, un gâteau et des bougies, des souvenirs partagés autour d'un verre de vin, des rires qui résonnent dans la maison. C'est l'image qui vient à l'esprit quand on parle de fêtes de famille. Mais pour moi, les anniversaires, surtout celui de ma mère, ont toujours été comme entrer dans une cocotte minute sans soupape de sécurité. Je m'appelle Alara.
J'ai 33 ans, je suis mère célibataire et je vis avec mon fils, Mika, dans un petit appartement de 2 pièces en périphérie de la ville. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre chez nous. Un havre de paix, chaleureux et sûr, rien à voir avec la maison de mon enfance. Mika a 9 ans, il est réfléchi, discret en public, bavard à la maison. C'est le genre d'enfant qui s'excuse quand il écrase un insecte par inadvertance et qui me tient la main au supermarché sans qu'on ait besoin de le lui demander. Il est aussi très perspicace. Il remarque tout, bien plus que je ne l'aurais cru. La semaine précédant la fête, il m'a demandé si on était vraiment obligé d'y aller. On pourrait envoyer une carte, a-t-il dit en remuant ses céréales. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'aurais aimé qu'on puisse. Tu sais comment est mamie, ai-je dit. Elle s'attend à ce que tout le monde soit là. Ce que je n'ai pas dit, c'est ceci, je redoutais déjà ce moment. Chaque année, le même scénario se répète. Nous arrivons. Elle complimente tout le monde. Elle critique mon poids, mes vêtements, ma façon d'élever mes enfants, et lance des pics subtils devant les autres, destinés à embarrasser mais impossibles à dénoncer. Si je dis quoi que ce soit, je suis trop sensible. Si je me tais, je me sens insignifiante. Ça a toujours été comme ça avec elle. De l'agressivité passive déguisée en perles. Vera, ma mère, est le genre de femme qui exige la perfection chez les autres, mais qui s'autorise tous ses défauts. Enfant, elle tenait notre maison impeccable et nos sourires toujours impeccables. Mais entre ces murs, l'amour semblait se mériter. Si on avait une bonne note, elle demandait pourquoi ce n'était pas un A+. Si on rangeait sa chambre, elle passait son doigt sur les plaintes. Et quand je pleurais, elle disait « Tu crois que tu es malheureuse ? Tu ne sais pas ce que c'est que d'être malheureuse. » À l'époque, je ne savais pas ce qu'était la violence psychologique. Je pensais juste être une fille décevante. Quand je suis tombée enceinte de Mika à 23 ans, sa déception a atteint des sommets. Mon petit ami de l'époque, le père de Mika, est parti avant même de voir l'échographie. Je me souviens du jour où je le lui ai annoncé. Elle est restée là, silencieuse, un instant, avant de soupirer et de dire « Eh bien, je crois que tu as vraiment dépassé les bornes. » Elle a dit qu'elle m'aiderait autant qu'elle le pourrait, mais son aide avait une condition. Des conseils déguisés en critiques. Garde d'enfants proposés sous condition. Une dette émotionnelle déguisée en générosité. Pendant des années, j'ai laissé couler. Je me disais que Mika avait besoin d'une grand-mère, que je ne devais pas rompre les ponts juste parce que j'étais blessée. J'ai toléré ses remarques glaciales. J'ai ravalé ma honte. J'ai maintenu la paix. Mais quelque chose avait changé ces derniers temps. Pas chez elle. Elle ne change jamais. Mais chez moi, je ressentais une fatigue lente et lancinante. Celle qui vous ronge jusqu'aux os. C'est ce qui arrive quand on passe sa vie à marcher sur des œufs avec quelqu'un qui peut vous blesser d'un seul regard. J'ai commencé à me voir à travers les yeux de Mika. Et je n'aimais pas ce que je voyais. Une mère qui se taisait quand on la traitait mal. Une femme qui souriait malgré la douleur juste pour rassurer les autres. Et Mika, lui aussi, commençait à le remarquer. Une semaine avant la fête, il m'a trouvée en train de pleurer en silence dans la cuisine. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'il était réveillé. Il est simplement entré, a levé les yeux vers moi et a dit « Tu n'es pas obligée d'y aller si tu ne veux pas, maman. » Je me suis agenouillée et je l'ai serré si fort dans mes bras qu'il avait du mal à respirer. Je ne lui ai rien dit à ce moment-là, mais quelque chose a changé en moi ce soir-là. J'ai commencé à me demander « Pourquoi est-ce que je continue à me mettre en avant devant quelqu'un qui ne me voit jamais ? Pourquoi est-ce que j'apprends à mon fils que c'est ça, l'amour ?» Alors, quand l'invitation est arrivée, juste un SMS, sans chaleur, sans émoji, je savais que nous irions quand même. Je n'étais pas prête à couper les ponts. Pas encore. Mais Mika, lui, était déjà plus avancé que moi. Il se préparait déjà à dire ce que je ne pouvais pas dire. Et j'ai vite compris que cette fête d'anniversaire ne serait pas comme les autres. Pourquoi se mettre sur son 31 ? Personne ne se soucie de l'apparence. Nous sommes arrivés chez ma mère avec environ 10 minutes de retard. J'avais passé tout le trajet à me répéter de respirer lentement, de garder une voix calme. Je m'étais même entraînée à sourire dans le rétroviseur. De vieilles habitudes, je suppose. Mais ma main tremblait encore un peu quand j'ai coupé le contact. Mika m'a regardé depuis le siège passager, sa petite veste de costume boutonnée jusqu'au cou.
Il s'était brossé les cheveux 3 fois ce matin-là, et avait glissé son carnet dans son sac à dos, comme s'il se préparait pour quelque chose d'important. J'ai alors remarqué qu'il avait même ciré ses chaussures. Je n'ai rien dit, je lui ai juste serré la main et demandé « Tu es prêt ?» Il a hoché la tête sans sourire. Dès que nous avons franchi le seuil, j'ai senti le poids de la maison de Vera peser sur mes épaules, comme toujours. Tout était parfait, comme toujours. Le parquet brillait, la vaisselle était déjà dressée et une douce musique classique jouait en fond sonore. Toujours du Bach, jamais du Mozart, car Vera avait son mot à dire là-dessus. Tiens, voilà qui a enfin daigné se montrer, a-t-elle lancé depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Sa voix avait cette fausse douceur qu'elle employait en présence d'invités. Son ton paraissait toujours agréable aux autres, mais je savais bien que c'était faux. Avant que je puisse répondre, son regard s'est posé sur Mika. Elle le dévisagea de haut en bas, son blazer impeccable, ses chaussures de ville, la cravate qu'il avait passé 10 minutes à ajuster devant le miroir, et elle ricana. « Pourquoi s'habiller comme ça ? Personne ne se soucie de ton apparence, dit-elle sur un ton mi-sérieux, mi-plaisantin. Mika cligna des yeux. Son visage resta impassible, mais je sentis sa main se resserrer autour de la mienne, et je restai planté là. J'aurais dû réagir. J'aurais dû rétorquer sèchement. Eh bien, moi, je me soucie de son apparence. Ou même simplement, ne lui parle pas comme ça. Mais au lieu de cela, je fis comme toujours. J'avalai ma salive et souris. Il voulait juste se mettre sur son 31, dis-je, faisant comme si ça ne me blessait pas. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait avec elle. Minimiser, faire comme si de rien n'était. La soirée s'écoula au ralenti. Mon frère Jonah arriva avec 1 heure de retard et reçut une ovation. Ma sœur Lenora avait apporté une bouteille de vin hors de prix, et Vera en a fait tout un plat, prétendant que seule Lenora connaissait ses goûts. Elle a appelé Mika Michael, 2 fois sans même se corriger. Il n'a pas pipé mot. Pourtant, je le voyais bien sur son visage. Son observation discrète, la façon dont son regard scrutait chaque interaction. Ni le gâteau, ni les invités, ni les bavardages ne le distrayaient. Il observait, il absorbait. Et Vera, elle était dans un état inhabituel. À un moment donné, alors que tout le monde était réuni au salon, elle s'est penchée vers moi et m'a dit « Tu pourrais au moins essayer de mettre quelque chose qui te mette en valeur. C'est une fête, pas une réunion de parents d'élèves. » Ce n'était pas assez fort pour que tout le monde l'entende, juste assez pour que je le sente, pour me rappeler ma place. J'ai baissé les yeux sur mon chemisier, celui que je portais pour mes entretiens d'embauche, et je me suis instantanément sentie redevenue une enfant. Petite, impuissante, honteuse d'essayer. Voilà le problème avec ma mère. Ces mots ne sont pas toujours forts, mais ils frappent comme des coups de poing. Une mort lente et douloureuse. Je suis allée à la cuisine chercher de l'eau et j'ai aperçu mon reflet dans la porte du micro-ondes. J'étais rouge comme une tomate. Mes yeux étaient cernés. J'avais l'impression d'être un ballon dégonflé. Quand je suis revenue dans la pièce, Mika était assis, raide comme un piquet, à la table de la salle à manger, les mains jointes devant lui. Son sac à dos, qu'il avait insisté pour apporter, était coincé sous sa chaise. Il ne mangeait pas, fixant le gâteau du regard. Je me suis assise à côté de lui et j'ai murmuré « Ça va ?» Il m'a regardé, sérieux et calme. « Je peux te dire quelque chose plus tard ? Après le gâteau. » J'ai hésité. Me dire quelque chose à propos de quoi ? Il a simplement répondu « Tu verras ». Quelque chose dans sa voix m'a interpellée. Ce n'était ni de la colère, ni de la peur. C'était calme. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose qui m'a glacé le sang. Mika n'était pas simplement contrarié. Il préparait quelque chose. Ce n'était pas une crise de colère. Ce n'était pas un appel à l'aide. Mon fils allait dire quelque chose à l'assemblée, quelque chose qui mûrissait en lui depuis longtemps. Il était habillé non pas pour faire mignon ou guindé, mais pour être pris au sérieux. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. C'était juste après l'arrivée du gâteau. Ma sœur avait insisté pour filmer Vera soufflant les bougies, comme dans une sitcom familiale. Tout le monde s'est précipité dans la salle à manger, feignant la joie. Vera a posé avec sa part de gâteau et a lancé une blague bruyante sur son jeune âge pour être grand-mère. Et tout le monde a ri plus fort que nécessaire. J'étais debout à côté de Mika, assis au bord de la table. Sa posture n'avait pas changé.
Il était toujours assis bien droit, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Ce petit costume le faisait paraître plus vieux que 9 ans. Trop vieux, comme s'il avait pris des années du jour au lendemain. Vera lui a tendu sa part avec un demi-sourire et a dit « Faites attention à ne pas en mettre partout cette fois. » Ce n'était pas méchant. Pas en apparence, mais c'était sa façon de faire. Sa voix avait toujours ce ton légèrement amusé, comme si tout ce qu'elle disait était une plaisanterie. Elle pouvait vous insulter et prétendre que c'était vous qui étiez trop susceptible de ne pas rire. Mika n'a pas touché à son gâteau. Il s'est juste tourné vers moi et a demandé doucement « Je peux dire quelque chose maintenant ?» J'ai baissé les yeux vers lui. Son regard était fixe, sans ciller. Ce n'était pas de la nervosité. Il était prêt. J'ai hésité. Mon cœur s'est emballé. J'ai balayé la pièce du regard. Vera riait avec Jonah, sirotant du vin blanc comme si elle était sur son trône et que nous étions tous ses sujets. Leonora faisait défiler son téléphone, feignant à peine d'être présente. Personne ne nous remarquait. Je me suis penchée. Mika, qu'est-ce que tu vas dire? Il a levé les yeux vers moi. La vérité. Juste ça, 3 mots, si simples. Mais il portait le poids des années, de choses que je n'avais jamais osé dire dans cette maison, d'un silence que j'avais ravalé jusqu'à en être malade, de bleus que personne ne voyait parce qu'ils ne se voyaient pas sur la peau. J'ai alors ressenti une vague de panique, non pas parce que je ne voulais pas qu'il parle, mais parce qu'une partie de moi craignait encore la réaction de Vera, cette vieille peur, fruit d'une vie passée à marcher sur des œufs. Celle qui me disait de ne pas faire de vagues, qui me réduisait au silence même quand j'avais envie de crier. Mais Mika me regardait comme si j'avais le pouvoir d'ouvrir la porte ou de la lui claquer au nez. Et pour la première fois de ma vie, j'ai choisi la porte. J'ai hoché la tête. C'est tout. Un simple hochement de tête. Et il s'est levé. Il a repoussé sa chaise, qui a à peine grincé sur le parquet. Tout le monde s'est retourné, perplexe. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas crié. Il a simplement fouillé dans son sac à dos, en a sorti un morceau de papier plié, a ajusté sa cravate, s'est raclé la gorge. Je me suis mis sur mon 31 aujourd'hui, a-t-il commencé. Parce que je voulais qu'on me prenne au sérieux. Un silence de mort s'est installé. Vera a incliné la tête, un sourire toujours figé sur son visage, mais ses yeux commençaient déjà à se plisser. Mika a poursuivi, sa voix était douce, mais elle portait. Je voulais être présentable parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Mamie, tu n'es pas gentille avec maman. Il y eut un silence. Il regarda Vera droit dans les yeux. Tu l'as fait souffrir. Tu dis des méchancetés et tu ris comme si c'était drôle, mais ça ne l'est pas. Ça la fait pleurer quand elle croit que je ne vois rien. J'en avais le souffle coupé. Je ne pouvais plus respirer. Je regardais mon fils faire ce que je n'avais jamais eu le courage de faire. Me tenir debout dans cette maison, devant tout le monde, et dire les choses telles qu'elles étaient. Et je ne veux plus venir ici, dit-il, la voix légèrement plus forte. Parce que ça la blesse. Et si tu ne peux pas être gentil avec maman, alors on ne veut pas rester ici. Le silence qui suivit me parut assourdissant. Vera ouvrit la bouche, sans doute pour répondre par une remarque désinvolte, pour balayer la conversation d'un revers de main comme toujours. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Mika me regarda et dit « On s'en va, hein, maman ?» Et je pris enfin la parole. « Oui, dis-je assez fort pour que tout le monde m'entende. On part. » Pas de cris, pas de scène, pas de départ précipité. Je pris simplement mon sac, la main de Mika dans la mienne, et nous nous dirigeâmes vers la porte d'entrée. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme une petite fille apeurée dans cette maison. Je me sentais comme une mère, une femme, entière. Mika avait dit la vérité, et ce faisant, il m'avait rendu ma voix. On part pour de bon. On aurait pu entendre le silence s'installer. Je ne m'attendais pas à ce que le silence dure aussi longtemps. Les mots de Mika planaient dans l'air comme la fumée d'un pétard. Si vous ne pouvez pas être gentil avec ma mère, alors on ne veut pas rester ici. Et puis cette dernière phrase, si claire et définitive. On part pour de bon. Pendant un instant, personne ne bougea. Le visage de Vera resta impassible. Elle restait figée dans ce demi-sourire, clignant lentement des yeux comme si elle avait reçu une gifle, mais refusant d'admettre que ça la blessait. C'était toujours sa façon d'être. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle se contentait de se ressaisir.
Mais même elle ne savait pas comment réagir. Ma sœur interrompit son enregistrement, son téléphone tombant lentement sur ses genoux. Jonah mâchait un morceau de gâteau qu'il sembla soudain regretter. Et moi, après des années à croire que j'avais besoin d'une autorisation pour partir, je sentis quelque chose s'apaiser en moi. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la lucidité. Je sentis les doigts de Mika se glisser dans les miens tandis qu'il s'éloignait de la table. Sa main était chaude, ferme. Il ne se retourna pas. Il leva simplement les yeux vers moi. « On est prêt ?» demanda-t-il. Et j'acquiesçai de nouveau. Nous ne nous sommes pas précipités. Il n'y eut pas de sortie dramatique. Juste 2 personnes, une mère et son fils, quittant une maison qui n'avait jamais vraiment été un foyer. Mais avant même que j'atteigne la porte, la voix de Vera nous suivit. « Allah, ne fais pas ça, dit-elle. » Elle était là, froide, calculée, sans excuse, sans reconnaissance, juste maîtrisée, tendue comme une main qui essayait de me ramener à ma place. « Tu vas regretter de l'avoir élevée comme ça, » ajouta-t-elle d'une voix plus forte. Le monde se fiche de ses sentiments. Je me retournai lentement, calmement. Je ne l'élève pas pour qu'il soit faible, dis-je. Je l'élève pour qu'il soit gentil, courageux, meilleur que ce que j'ai connu. Son sourire s'effaça. Et je sus à cet instant qu'elle n'était pas surprise qu'il me défende. Elle était surprise que je ne l'arrête pas. Elle avait passé tant d'années à me façonner pour en faire quelqu'un de petit et de discret. Elle ne l'avait jamais vu venir, ni de lui ni de moi. Nous sortîmes. L'air froid nous saisit aussitôt, mais c'était agréable, comme respirer pour la première fois après être resté trop longtemps sous l'eau. J'entendais les bruits étouffés de la fête derrière la porte, mais je m'en fichais. Ce n'était plus notre fête. Ça ne l'avait jamais vraiment été. Mika leva les yeux vers moi une fois arrivé à la voiture. J'ai tout gâché. Je m'agenouillai près de lui, le cœur un peu serré qu'il ait même besoin de poser la question. Tu n'as rien gâché. Tu as dit la vérité. C'est courageux. C'est tout. Il hocha lentement la tête, et je sentis le poids s'envoler de ses frêles épaules. Peut-être ne comprenait-il pas tous les détails de ce qui s'était passé, mais il en avait compris suffisamment. Il avait compris que l'amour ne consiste pas à marcher sur des œufs, que le respect n'est pas quelque chose qu'on doit gagner de sa famille, que parfois, préserver sa tranquillité signifie s'éloigner des personnes qui refusent de changer. Sur le chemin du retour, il resta assis tranquillement, le regard perdu par la fenêtre, ni tendu, ni anxieux, simplement paisible, comme s'il avait dit tout ce qu'il y avait à dire. Et moi, je tremblais encore, mais pas de peur. C'était un mélange d'adrénaline, de soulagement et d'autres choses que je n'avais pas ressenties depuis des années, de la fierté. Pas seulement pour Mika, mais pour moi-même. Parce que cette fois, je n'ai pas cherché d'excuses. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas minimisé sa cruauté ni fait semblant de ne pas souffrir. J'ai laissé mon fils dire la vérité et je l'ai soutenu. Ce jour-là n'était pas qu'une simple fête d'anniversaire. C'était la fin d'une histoire dans laquelle j'étais prisonnière depuis 33 ans. C'était le jour où nous avons cessé de jouer les rôles que Vera avait écrits pour nous. Mika n'était pas qu'un garçon en costume. Il était un miroir, me montrant qui j'étais vraiment et qui je pourrais devenir si je décidais enfin d'arrêter de m'excuser d'avoir besoin d'un amour qui ne fasse pas mal. Et quand nous avons franchi la porte de notre petit appartement ce soir-là, il a enlevé ses chaussures, jeté sa veste sur le canapé et a dit « Je meurs de faim ». On a des macaronis au fromage? J'ai ri. Un vrai rire sincère. Nous avons préparé le dîner, tous les deux. Pas de bougies, pas de sourire figé, juste de la chaleur, de la sécurité, de la liberté. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Nous avions tout ce qu'il nous fallait. Nous nous avions l'un l'autre. Nous n'avons pas seulement quitté la fête. Nous avons brisé le cycle. Ce soir-là, une fois la vaisselle faite et Mika couché, je suis restée assise seule dans notre petit salon, enveloppée dans une couverture, la télévision allumée en sourdine. Je ne regardais pas vraiment. J'étais juste là, à repenser à ce qui s'était passé, à ce que nous avions fait. Ce n'était pas juste un moment dramatique. Ce n'était pas juste un garçon en costume qui faisait une déclaration. Nous avions quitté quelque chose de bien plus important qu'une fête d'anniversaire. Nous avions quitté un schéma qui avait façonné des générations de silence et de honte. Je pensais que je me sentirais coupable. C'est ce qui m'avait toujours tenu auparavant.
La culpabilité. Celle qu'on vous inculque depuis l'enfance, déguisée en loyauté familiale. Mais je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti une paix intérieure, comme si j'étais descendue d'un tapis roulant sur lequel j'ignorais être prise. Pour la première fois, le calme remplaça l'angoisse dans ma poitrine. Je repensais à toutes ces années où je m'étais laissé rabaisser dans cette maison. Je repensais aux fois où j'avais pleuré dans la salle de bain ou où je me fixais dans le miroir, essayant de réparer quelque chose qui n'était pas cassé. Je repensais aux mensonges auxquels j'avais cru. Que je n'étais pas assez bien, que ma voix ne comptait pas, que l'amour était quelque chose que je devais mériter. Et je repensais à Mika, à son regard lorsqu'il s'était levé, droit, calme, courageux. Il n'était pas en colère. Il ne criait pas. Il était clair. Il m'avait vu, il m'avait vraiment vu au plus bas. Et au lieu de se taire comme je l'avais appris, il avait fait preuve de courage. Ce moment, ce discours, ne concernait pas seulement grand-mère, il me concernait aussi. C'était sa façon de dire « Tu comptes. Tu mérites mieux. » Et je ne me tairai pas. Je réalisais autre chose aussi. Que même si j'avais été la mère, il m'avait protégée d'une manière que je n'avais pas appris à faire moi-même. Ce genre de sagesse chez un enfant ne surgit pas de nulle part. Elle vient de l'observation, d'une profonde affection, d'une enfance passée dans un foyer où la vérité est dite, même si elle tremble parfois lorsqu'elle est prononcée. Ce jour-là, il n'a pas seulement parlé à ma place. Il m'a montré qui il devenait et qui je pouvais encore devenir. Le lendemain matin, j'ai envoyé un court message dans la conversation de groupe familial. Mika et moi n'assisterons plus aux réunions. Merci de respecter notre décision. C'est non négociable. Vera n'a pas répondu. Lenora a envoyé un pouce levé. Jonah a simplement écrit « Compris ». C'était tout. Et étrangement, cela a suffi. J'ai commencé une thérapie 2 semaines plus tard. Pour la première fois, je n'y suis pas allée en me sentant obligée de justifier ma présence. Je l'ai simplement dit. Je ne veux pas reproduire les schémas de mon enfance. C'est devenu mon objectif. Ni vengeance, ni réconciliation, juste guérison, épanouissement, paix. Mika et moi avons instauré de nouvelles traditions. Le jour où aurait dû avoir lieu Thanksgiving chez Vera. Nous sommes allés au lac donner à manger aux canards. Pour Noël, nous sommes restés à la maison en pyjama et avons regardé toutes les versions du Grinch. Et pour la fête des mères, il m'a apporté le petit déjeuner au lit, des céréales et des tartines en forme de cœur. J'aime notre famille maintenant, a-t-il dit. C'est calme. J'ai acquiescé. Moi aussi. Je ne vais pas prétendre que ça a été facile. Certains soirs, je me pose encore des questions. Je me demande si j'ai surréagi, si j'aurais dû simplement préserver la paix. Mais ensuite, je repense aux yeux de Mika le jour de cette fête, à leur clarté et à leur assurance. Et je me rappelle que la paix n'est pas l'absence de conflit. La paix, c'est la présence de la sécurité. Et nous l'avons enfin. Nous n'avons pas seulement quitté une fête. Nous avons abandonné ce discours qui nous disait qu'aimer, c'est tolérer le mal. Nous nous sommes éloignés de la culpabilité transmise comme une recette de famille. Nous avons fait place à quelque chose de nouveau. Une famille bâtie non pas sur la peur, mais sur la confiance, sur l'écoute, sur une protection réciproque. Mika m'a appris quelque chose que j'aurais dû savoir depuis toujours. Parfois, le plus courageux n'est pas d'affronter quelqu'un, mais de le quitter. Et parfois, la personne qui vous sauve n'est ni plus âgée ni plus forte, mais plus petite, dans un costume de taille trop grand, qui dit la vérité au moment crucial. Nous avons fermé la porte derrière nous et cette fois, nous n'avons pas regardé en arrière. Si cette histoire vous parle, si vous avez déjà dû vous éloigner de quelqu'un qui était censé vous aimer mais qui ne savait pas comment, alors j'espère que vous comprenez ceci. Poser des limites n'est pas un signe de faiblesse. Aspirer à mieux n'est pas un signe de faiblesse. Et vous n'êtes pas seul. Parfois, le plus difficile au monde est de briser le cycle dans lequel on a grandi. Mais vous le pouvez. Absolument. Et en y parvenant, vous donnez aux générations futures, à vos enfants, à vos neveux et nièces, et même à ceux qui vous observent, la permission d'en faire autant. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà dû prendre une décision aussi difficile. Je les ai tous lus. Et si vous voulez plus d'histoires vraies, qui n'éludent pas les aspects difficiles de la vie,
abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté. Et surtout, prenez soin de vous. Vous le méritez. Musique.